Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, la Méditerranée nous tend ses bras. Nous tend ses bras, nous pouvons plonger. Alors, plongeons avec Jean-Pierre Alali, écrivain et journaliste, qui va nous parler de 2000 ans de vie juive en Tunisie. Jean-Pierre, je te donne tout de suite la parole. Quand sont arrivés les Juifs en Tunisie ? Je viens de publier dans le cadre des études du CRIF un numéro sur justement les 2000 ans de présence juive en Tunisie. On ne le sait pas toujours, mais c'est une présence très ancienne, de l'ordre donc des milliers d'années. On peut dire sans forfanterie que les Juifs étaient présents en Tunisie avant les Arabes, et donc c'est une présence qui date de la destruction des temples par deux fois, du temple de Jérusalem, qui a conduit les Juifs, on le sait, enfin les Hébreux, à quitter leur terre d'origine et à aller dans le monde entier, ce qu'on appelle la diaspora, et certains d'entre eux se sont installés en Tunisie, notamment dans la fameuse île de Djerba, et c'est comme ça qu'est née la communauté juive de Tunisie, il y a des milliers d'années, et plus récemment, elle a été rejointe dans les années 1700 par une autre communauté, la communauté qu'on appelle portugaise, mais qui est constituée en somme de juifs italiens, on disait à l'époque les Livournais, les Grana. Et donc, entre les juifs d'origine qu'on appelle les Touansa et ces juifs nouveaux venus de l'Italie ou de l'Espagne, qu'on appelle les Grana, s'est formée une communauté qui, à l'aube de l'indépendance de la Tunisie, représentait près de 100 000 personnes. Il en reste combien voilà, aujourd'hui ? C'est une communauté très ancienne qui a une très belle histoire sur laquelle, je crois, il nous faut nous pencher régulièrement pour transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants l'histoire qui a été la nôtre et qui aujourd'hui arrive à son terme, puisque en gros, entre Djerba, où la majorité est installée, et la capitale, en gros, il y aurait aujourd'hui 1000 juifs, alors qu'ils étaient quelques 100 000. Alors, cette étude, justement, qui a été publiée dans le cadre de la collection Les études du CRIF, se présente sous 4 chapitres. On va commencer, on va demander à Jean-Pierre Alali de nous parler de cette galerie de portraits qui est très attachante. Et si tu veux bien, Jean-Pierre, on va commencer avec Rabbi Haïtaï Blomet. Oui, alors, le rabbin Haïtaï Blomet, qui est donc le personnage numéro 1, est peut-être à la limite le seul relativement connu dont j'ai parlé, car j'ai cherché dans cette galerie de portraits à raconter l'histoire de personnages juifs de Tunisie relativement peu connus. Lui, il est plus connu, notamment des mamans juives de Tunisie à l'époque, qui chaque fois qu'elles avaient une prière à adresser au ciel, une demande, elles s'adressaient à ce rabbin, le rabbin Haïtaïeb, en disant « Oh, ya Rabbi Haïtaïeb, est-ce que tu peux faire en sorte que mon fils ou ma fille ou mon petit-fils ait telle ou telle chose ?» C'était le rabbin miraculeux auquel on adressait toutes les prières. Donc, c'est un personnage étonnant qui a connu des malheurs, si je puis dire, puisque alors qu'on faisait le ménage de Pâques, sa maman, qui n'était peut-être pas très futée ni très intellectuelle, lui a demandé de sortir pour qu'elle fasse le ménage. Et pendant que le rabbin était dehors, elle a carrément détruit toute sa paperasse et ce qu'elle avait pris pour des papiers brouillons était en réalité tout le travail intellectuel de ce rabbin. Il en a été tellement choqué et meurtri qu'il s'est adonné à la boisson et est devenu en somme un grand amateur de la fameuse bourra. Donc on le dit, on caractérise ce rabbin
en disant que c'était certes un grand érudit, mais aussi un grand buveur. Et il y a une légende à propos de sa disparition. Quand il est mort, comme ça se fait naturellement, on a demandé à un marbrier de faire la pierre tombale, et le gars a écrit très naturellement et en hébreu, ici J, le rabbin, Hay Tayeb, Met, mort, à tel moment. Et dès qu'il a fait cette inscription, il a perdu la vue. Et dans ses prières nocturnes au ciel, en disant mais pourquoi j'ai perdu la vue, etc., un jour, il y a le rabbin Haïtaïeb qui lui apparaît en songe, et il lui dit, mais tu sais, pourquoi tu as perdu la vue? Et l'autre lui dit, mais je ne sais pas du tout, rabbin, c'est pas juste. Il dit, c'est parce que tu n'as pas dit la vérité. Et l'autre dit, mais comment je n'ai pas dit la vérité? J'ai dit, voilà, la date de naissance, il est mort, etc. Mais oui, c'est ça l'erreur. Tu as mis mort. Or, les gens comme moi ne meurent jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu vas simplement, devant le mot mort, c'est-à-dire mettre, ajouter le mot l'eau. Non, n'est pas. Et il a demandé à des ouvriers d'aller faire la réparation de la pierre tombale. C'est une légende, hein? Bien sûr. Et on a écrit, ici J, le rabbin, qui n'est pas mort, Haïtaïeb Lomet, et on raconte que le marbrier a recouvré la vue après avoir rectifié son erreur. Donc c'est l'histoire de ce grand rabbin que les mamans juives tunisiennes, encore aujourd'hui, sollicitent pour avoir tel ou tel vœu réalisé. Et d'ailleurs, il y a un pèlerinage qui est toujours prévu pour début décembre à Tunis. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors Jean-Pierre, mon attachement au devenir des femmes va faire que je vais t'interroger sur une femme maintenant. Pourrais-tu nous parler de Habiba Msika? Oui, alors là, c'est une femme qui dépasse, si je puis dire, le cadre simplement juif tunisien. C'est une jeune fille qui a perdu ses parents très, très jeunes, qui a été élevée par sa tante, qui était elle-même une grande artiste à l'époque. Et cette Habiba Msika va devenir, au fil des ans, elle va s'inscrire, d'ailleurs elle sera engagée par le frère de Habib Bourguiba, qui dirigeait une troupe à l'époque, et cette Habiba Messika va devenir vraiment l'une des interprètes les plus extraordinaires, parce que il faut bien comprendre qu'à l'époque, ce n'était pas du tout évident qu'une femme, qui plus est une femme juive, soit une actrice. En général, on en était à tel point de rigorisme qu'on confiait les rôles féminins à des messieurs. Donc, Habiba Msika a été vraiment une très, 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 très grande interprète, pardon, et elle est aujourd'hui encore, elle avait une espèce de fan club, de gens qui suivaient ses spectacles. Elle avait un succès absolument fou. Malheureusement, ça a créé des jalousies, et il y a un vieux monsieur qui s'était pris d'elle, qui lui envoyait sans arrêt des cadeaux, des mots d'amour, etc. Et elle n'était pas intéressée par un vieux monsieur, elle préférait avoir des amis jeunes, et finalement, pour se venger, cet amoureux éconduit a mis le feu à son appartement, et elle est morte dans des conditions absolument terrifiantes alors qu'elle était très jeune. Elle était très jeune, et aujourd'hui, sa sépulture est vénérée et par les juifs et par les musulmans, car elle a laissé un énorme souvenir dans le monde musulman pour ses talents. Alors, Jean-Pierre Avali, les temps qui courent, les attentats, les craintes, les caricatures, tout ceci est tellement d'actualité qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le portrait de Georges Wolinski.
Alors là, Georges Wolinski, j'avoue que c'est un étonnement, dans la mesure où Wolinski, c'est pas du tout un nom de juif tunisien, et pourtant, pardon, et pourtant, Wolinski est un juif de Tunisie. En fait, par sa maman, c'est un enfant de la famille Bain-Baron. Et c'est un garçon incontestablement qui, dès son jeune âge, a été attiré par le dessin et il demandait sans arrêt à sa famille, à ses amis de lui fournir des crayons, du papier, etc. Et très, 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 très jeune, il a vraiment montré un talent de dessinateur extraordinaire. Et c'est vraiment terrible pour quelqu'un qui était très renommé, parce que bon, on parle de Charlie, bien entendu, mais il a écrit, il a dessiné pour toutes sortes de revues. Hein. Il a commencé même par des revues tout à fait apolitiques, sans rapport du tout avec l'actualité. Et petit à petit, il s'est fait un nom, et je crois qu'on peut considérer que c'était l'un des plus grands dessinateurs, euh, disons, de presse euh, français et même mondiaux. Et ce qui est incroyable, c'est que ce jeune homme tunisien, juif tunisien en somme, malgré le nom de Wolinski, euh, soit mort dans les conditions que l'on sait. Euh, c'est vraiment absolument terrible. Mais Alors, Jean-Pierre, on c'est quand va même égayer un une petit des peu. figures, Pardon, Jean-Pierre? je dis, c'est une des figures du judaïsme tunisien. Alors, justement, le judaïsme tunisien, pendant très longtemps, les juifs en Tunisie étaient des dhimmis. J'aimerais que tu Oui, rappelles aux auditeurs ce qu'est la dhimmitude avec quelques c'est-à-dire que exemples. il faut savoir que dans le Coran, et c'est écrit noir sur blanc, on doit considérer que les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs, et puis d'autres aussi, notamment les zoroastriens, ceux qui ne sont pas en somme musulmans et qui vivent en terre d'islam, sont des protégés, mais en fait, c'est une protection un peu particulière, c'est une protection, on ne va pas les tuer, mais ils sont soumis à des obligations. Alors, la liste est très longue, hein, qui sont des obligations en somme infamantes. Par exemple, pour enterrer, alors je reste sur les juifs, mais c'est valable pour les autres dhimmis, un enterrement doit se faire à la sauvette. Les lieux de culte doivent être plus bas que les lieux de culte musulmans. Et alors, il y a des impôts spécifiques. Il y avait un impôt spécifique qu'on appelle la jazia, imposé aux dhimmis, donc aux juifs. Et on doit faire la queue le jour où on doit payer la jazia. On doit faire la queue. Et quand on remet l'impôt au collecteur, on reçoit en gratification et en somme, en guise de reçu, on reçoit une gifle sur la nuque. On appelle ça la shtaka. Et bon, il y avait beaucoup de choses. Hein. Les dhimmis, par exemple, donc les juifs, n'avaient pas le droit de monter des chevaux. Ils étaient obligés d'avoir des bourricots. Donc il y avait toute une série de choses qui étaient imposées en terre d'islam au nom musulman. C'est ce qu'on appelle donc le statut de la dhimma, qui a été, suivant les époques et suivant les pays, plus ou moins sévère. Il y a eu des époques où c'était moins dur et il y a eu des époques où c'était plus dur. Donc, selon les dirigeants, la dhimma était appliquée avec plus ou moins de rigueur. Donc, voilà, il a fallu s'habituer à, à, cette situation et c'est seulement vers la fin, peu avant la colonisation française, que les souverains ont allégé la DIMA, laquelle DIMA, en Tunisie en tous les cas, a disparu complètement après la colonisation française.
Alors, nous allons égayer un petit peu cette émission. On va demander à Jean-Pierre Allali de nous parler, puisque les Juifs sont arrivés, ont quitté par vague la Tunisie. J'aimerais bien t'entendre parler du Belleville des Juifs tunisiens. Oui, alors ça c'est assez étonnant. J'ai fait un petit chapitre dans mon texte qui s'appelle Le Belleville des Juifs tunisiens. En fait, je pense qu'une famille juive de Tunisie s'est installée presque par hasard dans le quartier de Belleville et constatant que c'était sympa, que ça correspondait à tout à fait ce que les Juifs de Tunisie pouvaient espérer en venant en France, il y a eu en somme le bouche à oreille. On a dit ça à un cousin, qui l'a dit à un parent, et petit à petit, les Juifs de Tunisie se sont dirigés, du moins pour ceux qui choisissaient Paris, parce que d'autres sont allés à Marseille ou ailleurs. Pour ceux qui choisissaient d'aller à Paris, ils sont allés à Belleville, et alors petit à petit, des commerces cachers se sont ouverts, des commerces tunisiens, des cafés. Je me souviens qu'il y avait un café qui s'appelle La Vielleuse. La Veilleuse. Toutes les dames et les messieurs tunisiens venaient se réunir, et on aurait pu, pour un voyageur venu d'ailleurs, rentrant à La Vielleuse, il aurait pu dire, tiens, mais c'est possible, je suis au quartier Lafayette ou je suis à la Hara. C'était que des Juifs tunisiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette installation n'a été finalement que provisoire, disons une trentaine d'années, parce qu'avec l'arrivée des gens d'Afrique du Nord, des musulmans d'Afrique du Nord, qui ont trouvé que c'était intéressant eux aussi de venir ici, là déjà une place supplémentaire a été occupée. Et ce qui est incroyable, c'est que les musulmans et les juifs qui ont partagé en somme le quartier de Belleville sont à l'heure actuelle en train d'être délogés carrément par une communauté qui est venue plus récemment, c'est-à-dire la communauté asiatique, qui est en train de prendre carrément possession du quartier de Belleville. Et ce Belleville des Juifs tunisiens est en train, disons, de ne plus être juifs tunisiens, à tel point que le nombre de commerces spécialisés est devenu excessivement limité. Et par contre, les commerces asiatiques se sont développés. C'est un peu comme ça l'histoire du monde, l'histoire des Juifs, l'histoire de la France, l'histoire du monde entier. Rien n'est définitif. Oui, oui. Dans le dernier chapitre, Jean-Pierre, tu parles de 3 destins très intéressants à étudier. Et aujourd'hui, tu vas, compte tenu du fait qu'Albert Memmi nous a quittés il y a quelques mois, j'aimerais bien t'entendre parler d'Albert Memmi. Je n'ai pas entendu parler de qui? Albert Memmi. Ah, ben, Albert Memmi, dans mon étude, je le traite de Frantz Fanon des Juifs de Tunisie. C'est incontestablement le plus grand nom, la plus grande plume de Tunisie. Parce que si c'est vrai qu'au début, il s'est fait connaître par des romans, comme La statue de sel, Albert Memmi, petit à petit, s'est énormément intéressé au tiers-monde. Disons qu'il a écrit différents portraits. Bon, bien sûr, il s'est intéressé à ce qu'on appelle le portrait du juif, mais il a surtout traité de portrait du colonisé, et du coup, c'est devenu un spécialiste de la colonisation, un spécialiste de l'Afrique du Nord, et c'est quelqu'un qui a travaillé d'une façon tellement neutre, tellement positive, disons, par rapport au statut des colonisés, en Afrique du Nord comme en Afrique noire, que c'est devenu un auteur qu'on étudie aujourd'hui encore dans les universités, et en Afrique du Nord et en Afrique noire. On considère que c'est l'auteur de référence sur le thème de l'homme dominé, car c'était ça son thème, l'homme dominé. Que ce soit le juif qui a été dominé, ou que ce soit
nord-africain ou l'africain qui ont été dominés par la colonisation. Albert Memmi, qui est mort récemment, quasiment centenaire, est probablement le plus grand écrivain juif de Tunisie. Merci Jean-Pierre. Je rappelle donc cette étude dans le cadre des études du CRIF qui est apparu en fin août, c'est le numéro 60, les Juifs de Tunisie, 2000 ans d'une belle histoire. Merci Jean-Pierre. J'espère que les enfants et les petits-enfants des Juifs de Tunisie vont lire ce document. Nous les invitons. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.